Avec ton micro. Elle était facile. Bien, nous reprenons le cours avec un peu de retard, pardonnez-nous. Bon, il fallait quand même le temps de vous laisser le temps de déjeuner tranquillement, et on n'est pas spécialement pressé. Il y a deux interventions cet après-midi. Je vous présente tout d'abord le centre de performance de Talence, les 12 jeunes filles qui jouent en Minime France. Moi, on m'a dit Minime France. Donc, Cadette France. Ça m'étonnait aussi. Et le staff technique du centre de performance de Talence, qui est assis sur le banc, dirigé par Eric. Voilà. Donc, elles vont être sous les ordres de deux éminents personnages. Que dis-je? Ce sont Monsieur Jean-Paul Cormier. Je ne sais même pas pourquoi je vous les présente, parce que tout le monde les connaît en France. Monsieur Jean-Paul Cormier, Monsieur Alain Jardel, des monuments du basket français. Alors, je me suis permis de faire un petit résumé qui va vous prendre une minute d'attention, mais logiquement, il faudrait 3 jours au moins pour faire le palmarès, un petit résumé de tout ce que ces messieurs ont fait jusqu'à maintenant. Par ordre alphabétique, je commence par Jean-Paul, le régional de l'étape. Bon alors, bien entendu, c'est un résumé, Jean-Paul, des choses. Il a navigué dans les postes de CTR, Aquitaine, entraîneur national, etc. C'était un moment de sa vie. Puis, coach de l'équipe de France filles, quand même, pendant 5 ans. Donc c'est déjà quelque chose. Ça a été pendant ensuite de longues années le fidèle compagnon de M. Jardel, toujours avec les équipes de France. Ça a été, alors ça c'est une petite information que je n'avais pas et qui m'a été communiquée hier. Ça a été le premier entraîneur français des cadets nationaux. C'est-à-dire qu'avant lui, il n'y avait rien, et puis d'un seul coup, il y a eu les cadets nationaux. Et bien, M. Cormier était le premier entraîneur des cadets France. Le fondateur de l'association des entraîneurs d'Aquitaine, qui s'appelait l'AREBA, qui a été aussi un grand moment pour les entraîneurs d'Aquitaine. Et oui, à un moment donné, coach à Bordeaux. Moi, je trouve que c'est vraiment dans notre espace d'Aquitaine, quand on parle de formation d'entraîneur, on a toujours une pensée pour Jean-Paul Cormier. C'est quand même une grande référence ici. Et c'est le fidèle compagnon de M. Alain Jardel. Alors, je ne sais pas qui est-ce qui est le compagnon de l'autre, je pense qu'ils sont complices tous les deux, très amis, bien sûr. Alain, lui, au départ, c'est un prof d'éducation physique. Puis, rapidement, il devient uniquement coach. Fondateur, alors là, j'espère que vous savez ça, tout ça. Fondateur du BAC Mirande, fille, une équipe qui porte jusqu'au sommet européen. Ça a été un épisode absolument extraordinaire. En même temps qu'il a le BAC Mirande, son équipe est pratiquement le fournisseur attitré de l'équipe de France filles. Champion de France avec le BAC 88, 89 et 90. En 97, il prend l'équipe de France filles. Alors là, quelques petits épisodes pour vous donner un petit peu ce que ce monsieur a vécu. Les JO de Sydney, champion d'Europe 2001. 2 championnats du monde, si mes souvenirs sont bons, au Brésil et en Chine. Puis, plus récemment, il était encore en Ligue professionnelle des filles avec Tarbes. Puis, champion d'Europe des moins de 20 ans en 2009. Voilà le palmarès très résumé de ces deux. Voilà, je vous laisse dans des mains d'experts donc pour une heure et demie. Non, ça marche pas.
Bien, ce qui n'a pas été dit, après tous les éloges, et avant tous les éloges, c'est que, effectivement, c'est avec beaucoup de peine que je vous confie que nous pesons tous les deux 140. On aimerait peser tous les deux 140 kilos. Ce n'est pas 140 kilos que nous pesons. C'est 140 printemps additionnés l'un et l'autre. Voilà. Ce qui veut dire que nous avons 70 ans de moyenne d'âge, que nous nous adressons à des jeunes femmes et à des jeunes hommes, et que quelque part, à ce qui me concerne toujours, je me sens un tantinet illégitime. Puisque la retraite est là, Jean-Paul il est à la retraite depuis plus de temps que moi, et que tous les propos que l'on va tenir, certes, pour ce qui nous concerne, il est adossé, ces propos sont adossés à 30 ans d'expérience, pour éviter de dire d'expertise, dans le basket féminin, que le regard sur le basket féminin, sur le ghetto du basket féminin, ne nous a empêché, ni Jean-Paul, ni moi-même, avec beaucoup de prétention, de porter également une analyse sur le basket, et d'avoir, en général, et d'avoir un point d'orgue, un point de référence, ce qui se fait dans le monde du basket en général. Le monde du basket en général, bien sûr, c'est le basket masculin, d'abord. C'est le basket masculin qui se pratique sur tous les continents. J'ai beaucoup plus de temps que par le passé, même si nous y avons consacré beaucoup de temps, Jean-Paul et moi, pour observer aujourd'hui tout ce qui est observable en termes de basket en général. Alors aujourd'hui, le thème que nous avons à traduire est issu d'une certaine forme de quiproquo. J'espère qu'on lèvera ce quiproquo, parce que, en réalité, on a été amené souvent à intervenir sur le plan technique. Très souvent, on a été amené à faire des interventions, des colloques comme ça, pour ne pas employer le mot savant, de clinique. Et on s'est adressé effectivement à des techniciens avec des propos de techniciens, bien entendu. La dernière fois où on a intervenu ensemble, c'était aussi en Aquitaine, un peu sur l'autre. Florent de Chaumet nous avait demandé de venir faire un complément d'information concernant des choses techniques par rapport à la formation des entraîneurs et futurs diplômés du brevet d'état premier degré, formation la dernière formation qui s'est faite sur un an. Et on avait effectivement réussi, je crois, le tour de force de faire mano à mano, comme à la corrida. Et je crois que l'auditoire, ce jour-là, aussi bien que nous-mêmes, on manifestait beaucoup de satisfaction. Et nous ne sommes pas sortis à Romblos, comme prendra qui voudra. Et aujourd'hui, j'espère qu'on ne sortira pas sous les coussins de la réprobation. Pour ceux qui sont des aficionados de la corrida, vous avez compris ce que je veux dire. Pourquoi je dis ça? Simplement parce qu'on nous a imposé un thème aujourd'hui. Et que la phrase que vous avez reçue, on peut la lire à 2 ou 3 ou 4 entrées possibles. Tout ce que vous avez voulu savoir, tout ce que vous avez voulu savoir du basket féminin. Et que vous n'avez jamais osé le demander. En fait, on n'a jamais prétendu, je crois, répondre à ces choses-là. Et donc, on a essayé de se prêter à ce jeu. On a essayé de se prêter à ce jeu. Mais je pense qu'on pouvait le lire d'une certaine manière, de votre part. C'est-à-dire qu'on pouvait penser qu'on était là pour répondre à un questionnement que vous avez bien entendu préparé dans la chaleur étouffante d'une après-midi du mois d'août, chez vous. Alors, ce qu'on vous propose aujourd'hui, Jean-Paul va prendre maintenant la parole, je vais suffisamment vous l'utiliser, c'est effectivement de faire une certaine forme d'analyse, comme il va vous dire, par rapport
une certaine forme d'analyse, et peut-être qu'il y aura le temps, à la fin, de répondre à des questions. Mais on ne s'est pas préparé à répondre aux questions, véritablement. De la même manière, nous avons prévenu les jeunes filles qui ont bien voulu venir ici servir de démonstratrices qu'elles n'allaient pas jouer un rôle physique important, que peut-être on sera amené à montrer des postures techniques plus qu'à faire évidemment un entraînement. Puisque ce n'est pas, je crois, du tout l'objectif. J'espère qu'au bout de ce temps-là, on aura répondu à un certain nombre de questions. Jean-Paul va maintenant ouvrir le débat technique dans sa présentation. D'accord. Bon, je vais suivre dans le même... Mais avant, je veux dire quand même que je suis un peu étonné d'être encore en culotte courte sur le terrain, parce que vous le savez, hein, on pèse 140. Et d'ailleurs, vous voyez, il y a une petite différence entre nous quand même. Lui, il met encore le polo dans le short. Moi, je ne le mets plus parce que comme ça masque une légère obésité, vu à mon manque de travail des abdominaux. Bien, donc je prends ma balle au bon. Juste une petite chose aussi. En ce qui concerne le thème qu'on nous avait posé, qu'on nous avait demandé de traiter sur le basket féminin, etc. Il est vrai que le basket féminin vit aussi sur un quiproquo permanent. Aucun entraîneur d'équipe féminine ici ne me démentira, surtout quand ils sont des hommes d'ailleurs, parce qu'il y a toujours l'idée présente, nous allons faire le même basket en féminine qu'en masculin. Et effectivement, c'est le même jeu. C'est les mêmes règles, c'est le même terrain, c'est les mêmes... Et cependant, y a-t-il encore des différences? À mon avis, oui, parce que je regarde un peu les jeunes dames qui passent, c'est le privilège de l'âge aussi. Je crois qu'il y a des différences toujours entre les filles et les garçons. Donc je me dis que peut-être sur le terrain, il y en a aussi. Et donc il y en a inévitablement. Ceci pour placer notre propos, qu'on a un peu modifié, évidemment, par rapport à la première question. Et donc on a envisagé, quand on a discuté un peu entre nous, parce qu'on prépare nos trucs, donc on s'est vu 2-3 fois pour essayer de prévoir quelque chose d'à peu près construit, qui soit à peu près cohérent. Et donc, on s'est dit, on va parler du basket féminin, ça c'est sûr, à travers notre intervention. Deuxièmement, on va essayer de le replacer dans le contexte général de l'évolution du jeu ou de la non-évolution. C'est un peu critique, mais bon. Y a-t-il une réelle évolution du jeu, que ce soit masculin ou féminin? On peut y regarder de très près. Et donc ça, on va le faire aussi à la faveur de la dernière compétition internationale que nous ayons eue, si peu le loisir de regarder à la télévision, puisqu'elle était entrecoupée de notre ennemi mortel, le handball, et surtout pour la finale, et puis d'autres compétitions, bien entendu. Donc, mais le peu que nous avons vu nous permet d'avoir une petite idée sur ce qui peut être l'évolution du jeu et des différences qu'il peut exister, c'est un point d'interrogation, hein. Nous ne prétendons pas avoir la vérité totale entre le basket féminin et le basket masculin. Et donc, on va essayer au fil de notre truc de le comparer très modestement. Parce qu'évidemment, nos conclusions ne sont ni exhaustives, ni définitives, puisqu'il faut des analyses très précises et très longues pour arriver à faire quelque chose qui serait un travail vraiment de fond. Et nous l'avons fait très vite, bien entendu, pensant que ça pouvait intéresser, ça pouvait vous intéresser, parce que je pense que même lorsqu'il s'agit, parce que souvent aussi c'est le problème qui se pose, lorsqu'il s'agit de parler d'évolution du jeu, évidemment on regarde ce qui se pratique au plus haut niveau de pratique.
Et on se dit, oui, mais bon, le jeu n'est pas le même plus bas. Mais je pense que pour les entraîneurs, ne pas s'inspirer, ne pas regarder, ne pas simplement s'adapter, ne pas adapter, ne pas suivre l'évolution du jeu, c'est le premier des défauts. Et je pense que d'ailleurs, tous, surtout aujourd'hui, si je revenais à mon époque, mais aujourd'hui, tous vous êtes branchés avec tout un tas de moyens qui vous permettent d'être en relation directe avec ce qui se fait. Voilà, je crois que j'ai fait le tour là, du départ. Donc nous avons divisé notre intervention en reprenant le fil du jeu, c'est-à-dire qu'en est-il de la défense, qu'en est-il du jeu tout-terrain, et qu'en est-il du jeu d'attaque demi-terrain. Voilà, en gros, j'ai oublié de dire une chose aussi, vu mon grand âge. Je suis le speaker préférentiellement. Il est l'acteur dans la pratique. Oui, ça c'est les règles qu'il est en train de m'imposer. On ne peut pas commencer, et même on a déjà suffisamment perdu le temps là-dessus avant que ce propos soit avancé. On ne peut pas commencer le propos sur le basket féminin sans évidemment souligner forcément l'excellent, pour ne pas dire le magnifique, l'extraordinaire, par certains côtés, résultat du basket féminin, particulièrement dans le cours du mois d'août, avec évidemment l'obtention de cette magnifique médaille d'argent. Voilà, qui passe le basket féminin tout à fait français, tout à fait en tête, complètement en tête de la discipline, hein, puisque ça c'est notre point de vue. Les États-Unis sont quand même la nation extrêmement dominante, et ça c'est pas mon point de vue, c'est simplement la lecture des résultats qui nous fait dire que seul le basket dans les disciplines collectives, seul sport est le seul sport qui est dominé de telle manière outrancièrement par l'équipe nationale des États-Unis. Il n'y a pas de comparaison dans les autres sports collectifs. Il y a un sport collectif qui est essentiellement européen, qui se prétend mondial, certes, d'accord. Mais dans les autres, il y en a encore un autre aussi qui est particulièrement restreint, mais qui a beaucoup d'audience populaire en France, dans les journaux essentiellement. Et le résultat de l'équipe de France est un résultat formidable. Après le résultat de l'équipe des garçons en 2000 à Sydney, c'est effectivement un résultat formidable. Alors nous avons, avec un œil encore plus attendri, forcément, suivi la progression et suivi l'évolution de notre équipe nationale, mais nous avons fait également par comparatif par rapport aux autres. Pour celui qui me concerne, je voudrais dire aussi que ce résultat-là, l'analyse que je vais en faire très rapidement, un petit peu à la serre, c'est finalement la chronique d'une victoire attendue, si on peut appeler ça une victoire, cette médaille d'argent, c'est une victoire, hein, puisque cette équipe-là est en formation depuis plusieurs années. Pierre Vincent, qui est l'entraîneur de cette région Aquitaine, qui a aussi donné deux internationales, hein, l'équipe de France, la médaille d'argent, c'est-à-dire Marion Laborde et Elodie Godin, qui était sur le coteau, là-haut de Bordeaux. Hein. Donc, cette équipe-là était rassemblée depuis plusieurs années et a obtenu un résultat parce qu'ils ont su fonctionner en équipe. Ils ont vraiment su montrer que le basket demeure encore un sport collectif. Je crois que ça, pour moi, c'est la première symbolique que j'ai vue, cette force collective de l'intérieur. Après, le reste, au niveau des individus, on peut toujours parler de la prestation de certains individus qui ont été particulièrement exceptionnels. Mais c'est une équipe, par exemple, là, des joueuses qui ont été médailles d'argent à Londres. Il faut savoir que 7 de ces joueuses-là étaient déjà dans l'équipe de 2006, au championnat du monde d'origine. Dans les 5 au moins, plus 2, c'est-à-dire Elodie Godin et Edwige Lawson, qui appartenaient à cette équipe-là. Donc,
on montre par cela même que la formation d'un groupe est peut-être plus importante que l'addition de toutes les individualités. Et je crois que ce postulat-là, posé au départ, va guider notre réflexion, notre analyse sur peut-être les différences qui sont techniques dans le basket qui est fait aujourd'hui. Je sais qu'aujourd'hui, la grande mode, c'est d'aller vers le 3-3. La grande innovation, c'est le 3-3. Nous, en tant que vieux personnage du basket, on regarde ça d'un œil assez circonspect, pour le moins circonspect. On ne sait pas s'il s'agit vraiment de la même discipline. Par contre, ce qu'ont montré les joueuses de Pierre-Lefort, c'est véritablement qu'on peut encore, qu'on doit penser le basket, et que le basket féminin se pense comme étant d'abord l'expression d'un groupe, et qui plus est aussi l'émanation également des forces qui ont été inspirées par un coach. Parce que le coach a beaucoup d'éminence dans la pratique du basket féminin. Ça aussi, c'est une des grandes différences. C'est pas technique, mais le basket féminin est un basket de coach, plus que le basket masculin, pour des raisons qu'on peut développer. Ça, c'est la première chose. À partir de là, dans la pratique, effectivement, il apparaît quelques mini-différences. Même si, pourtant, la plupart des coachs qui dirigent les équipes féminines sont, et je le déplore, exclusivement des hommes, pratiquement, et je le déplore, et ce n'est pas par démagogie, c'est pas par démagogie, je dis ça. Je le pense sincèrement. Donc il est dommage qu'il n'y ait pas suffisamment d'entraîneurs féminins dans le basket féminin. Donc, simplement, à partir de cette réflexion, on peut, en particulier dans des aspects de jeu, notamment dans les aspects défensifs, montrer l'importance que peut avoir un entraîneur sur un groupe féminin. Nous passons à la première chose, s'il vous plaît. C'est la défense qui nous interpelle, si je puis dire. Alors déjà, je dis trois petites choses que nous avons observées. Souvent, dans tous les championnats d'Europe, historiques, tout ça, bon, moi je relevais ça, ça m'intéressait. Ah, c'était mon dada. Et j'ai souvent constaté les mêmes choses, même quand il y a de petites évolutions. La première chose, en dehors des équipes américaines aujourd'hui, aucune défense souterraine. Vous pourriez me dire, peut-être exceptionnellement dans la dernière minute pour faire faute volontaire, etc. Mais en gros, techniquement, les défenses souterraines n'ont pas disparu, mais elles ne sont plus pratiquées actuellement, réellement. Deuxièmement, même si quelquefois on aurait tort que ce n'est pas tout à fait vrai, mais il y a quand même une suprématie absolue des défenses marronnes, ou fille à fille. Bien entendu. Alors, on peut me rétorquer là, mais dans la finale olympique, l'Espagne, contrairement à toutes les traditions espagnoles, ça avait fait déjà autrefois. Oui, mais un peu, bon, en gros, on pratiquait la défense de zone. Je pense que j'avais été très étonné, moi, pour vous dire juste ça en deux mots, très étonné de voir l'Espagne, contre la France, utiliser la défense de zone. Alors, je ne dis pas qu'ils étaient totalement confiants contre la France, tout ça, je ne sais pas, peu importe. Mais je m'étais dit, c'est quand même bizarre. Et j'ai compris quand ils ont joué la finale, qu'en fait, les matchs d'avant, ils préparaient leur finale à laquelle ils étaient à peu près certains d'être invités. Et là, ça a été une étude de leur part, tactique, je trouve impeccable. Ce n'est pas le seul point, mais c'est un des points essentiels. En dehors de ça, il y a eu très peu de défense de zone, bon, on pourrait m'en citer une ou deux fois, mais non. Dans le basket féminin, ma grande surprise, les premières images que nous avons vues, puisque je n'étais pas à Londres, je pas ce qu'on dit n'est pas exhaustif. Ce qu'on dit est une vue passée au prisme de notre observation. Et donc, on peut dire au prisme déformant de notre observation.
Donc ce qu'on affirme, c'est une conviction intime. Donc je n'ai pas vraiment suivi la compétition des femmes, sauf les images qu'on a montrées, mais il se trouve qu'on a pu voir l'équipe des États-Unis, en dehors du contexte de l'équipe de France, face à l'équipe de France. Non pas la surprise, parce que ce n'est pas la première fois, parce que déjà j'avais joué contre les États-Unis et vous avez fait des phases de jeu. Et effectivement, l'équipe des États-Unis, on peut le dire, donc, on peut le dire d'autant plus qu'on pense que vraiment c'est une défense qui a uniquement un objectif qui est un objectif ponctuel, tactique. Et que ce n'est pas une défense, on le pense, ça, à l'évidence, quand on regarde la pratique, ce que vient de dire Jean-Paul, je ne vais pas paraphraser ce qu'il a dit. Effectivement aussi, l'équipe des États-Unis a fait des phases de zone contre certaines équipes, autres que l'équipe de France. L'équipe de Russie, c'est pas nouveau, a tenté aussi de faire un petit peu des phases de zone contre l'équipe de France dans les 2 matchs que nous avons vus. Elles ont tenté, elles ont essayé. Donc on peut dire, pour résumer ce qu'il vient de dire, que effectivement la défense de zone était comment dire, utilisée avec parcimonie. On peut dire qu'il y a une prédominance dans le minutage, dans la pratique de la défense homme à homme, et de la défense homme à homme, on l'appellera, pour simplifier, demi-terrain, même si quelquefois on n'est pas dupe, on voit bien qu'un meneur de jeu ou une meneuse de jeu va essayer d'être à la tête de pont de la défense, en fonction des équipes, en fonction des aptitudes des joueurs. Hein, là-bas. Donc on appellera ça la défense demi-terrain. Et c'est vrai que la défense tout-terrain a été utilisée de manière uniquement tactique, à des fins presque désespérées, sauf l'équipe des États-Unis, les 2 équipes des États-Unis, qui, elles, étant dominantes, font ce qu'ils veulent, parce qu'ils imposent leur jeu quand ils veulent. Donc s'ils ont envie de faire des phases de terrain, et on ne peut pas traverser le terrain. Et ce que l'on a vu de la finale française contre les États-Unis, on peut chercher, hein, on peut chercher dans la nuit qui a précédé les fêtes, la fête de la demi-finale, et ainsi de suite, on peut trouver des raisons, mais il est un fait. Alors c'est une critique, vous pouvez le répéter, mais vous pouvez le dire, vous êtes autorisé à le dire, c'est pas méchant, mais il est un fait que nos arrières, quand les États-Unis l'ont voulu, n'ont pas pu monter le ballon. Non seulement nos arrières, mais l'équipe. Alors là, quand l'équipe des États-Unis fait des phases de terrain, ils peuvent mener de 20 points, c'est pas parce qu'ils sont menés de 3 points ou de 4 points, ils le font à des fins vraiment destructives, et ainsi de suite. Ce qui montre, ce que je disais tout à l'heure, le fossé qu'il y a quand même, plus encore chez les filles que chez les garçons, entre le basket des États-Unis et le basket du reste du monde, d'une manière générale. Voilà, même si, de manière concurrentielle, certaines équipes, l'Australie, mènent les 3 quarts du match en femmes contre les États-Unis. À la fin, elles ont perdu. Donc sur le plan défensif, il y a ça. Sur le plan défensif, on dira que pratiquement, pour simplifier, par esprit de simplification, que toutes les équipes, aujourd'hui, modernes, entre guillemets, utilisent l'idée de repousser le porteur du ballon vers le bord de touche. Ah, la pression s'exerce par une orientation vers le bord de touche. Alors effectivement, il est possible que les jeunes joueuses, elles ouvrent des yeux en se disant pourquoi on peut faire autrement. Ben oui, on peut faire autrement. Nous, on avait vécu une époque, dans le temps, le siècle dernier, où on pouvait orienter vers le centre du terrain. Aujourd'hui, toutes les équipes, d'une manière générale, s'appuient sur un même aspect stratégique. Vous savez la différence qu'il y a entre la stratégie et la tactique. La stratégie générale, c'est on repousse vers les bords. Stratégie. Tactiquement, on peut s'y prendre différemment, à des endroits ponctuels du terrain, et ainsi de suite, bien entendu. De ce point de vue-là, tous les entraîneurs de basket du monde aujourd'hui, semble-t-il, ont partagé le terrain en 2. Semble-t-il, on dit qu'il y a un côté fort pour le porteur du ballon et un côté de pression sur le porteur du ballon, et que par là même, de l'autre côté, tout le monde sait ça, on n'a pas la prétention de dire le contraire, de l'autre côté du terrain, eh bien, on vient entasser vers le milieu, puisqu'on a le droit de venir piétiner allègrement à l'intérieur de la zone restrictive, contrairement à certaines règles de notre sport. Donc, on peut venir ici, voilà. Et donc, on aide de ce côté-là. Et on apporte l'aide, d'une manière générale,
du côté de l'Est. Il n'y a pas de différence, d'après ce qu'on a pu voir. Peut-être que vous avez noté des différences et vous avez posé la question sur certains comportements ponctuels, mais généralement, sur le plan de la manière de jouer le basket défensivement, toutes les équipes. Alors avec plus ou moins de bonheur, avec plus ou moins de qualité, là je vais être extrêmement critique, pour moi, l'équipe la plus pitoyable du tournoi en défense, si bien le terme, c'est l'équipe de Russie. L'équipe de Russie, ils sont restés sur des idées qui datent d'avant Jean-Paul. C'est loin. C'est loin. C'est très très loin. Oui, mais c'était une grande équipe à l'époque. Une équipe de Malgré ces défauts-là, c'était une très grande équipe. Et une équipe de grands. Elle était intouchable. Voilà. C'était l'URSS. Bien. Donc, les différences, elles viennent ensuite par touche, nous semble-t-il. On est dans le droit fil de ce qu'on veut dire, dans le militage. Donc, les différences, elles sont dans un fait qui est un mot qu'on n'a pas prononcé actuellement et qui fait vraiment la ligne de partage entre, j'allais dire, les deux disciplines. C'est la dimension physique. Eh oui, c'est quand même la dimension physique. C'est quand même cet aspect-là qui change beaucoup de choses par rapport à la tactique employée. Pas par rapport à la stratégie, par rapport à la tactique employée. Malgré l'évolution vraisemblable que j'ai pu constater. Je vous parle, quand je dis je, excusez-moi d'employer la première personne, j'emploie la première personne. Je vous parle de 30 ans d'entraînement dans le basket féminin. Quand on me dit aujourd'hui que les femmes, aujourd'hui, qui font le basket, sont plus athlétiques qu'il y a 25 ans, je dis que nenni. Non, c'est pas vrai. Un petit peu. Quelle est la différence qu'il y a physiquement entre Isabelle Désert, vous ne savez pas qui c'est Isabelle Désert, et Céline Dumer? De ce point de vue-là, hein, athlétique, je n'ai pas dit le reste, athlétique. Regarde, c'est le même petit bouchon, c'est la même aptitude à se déplacer très vite, c'est la même morphologie, c'est la même puissance physique. Je vous parle d'une joueuse qui jouait dans les années 80, le Jean-Paul, qui était la meilleure du jeu de l'équipe de France à l'époque. Quelle différence y a-t-il entre Pauline Cambi, que vous ne connaissez pas, et par exemple Sandrine Trudeau? Par exemple. Quelle différence y a-t-il entre quelqu'un que vous connaissez, puisqu'elle a joué ici, à Bordeaux, Nicole Antibes, qui a 37 ans, est MVP du championnat d'Italie depuis 3 ans, et Ndene Miyem? Pour moi, on peut multiplier les exemples. Moi, je ne vois pas de différence physique entre Audrey Sauvé, excusez-moi, et puis, je connais bien, et puis une des deux arrières de l'équipe nationale. Bref, bon, on peut multiplier les choses. Là, je crois que de ce point de vue-là, il y a eu certainement une évolution. C'est vrai, oui, peut-être. Je ne suis même pas sûr. Ce que je suis sûr, par contre, c'est que dans le basket féminin aujourd'hui, il n'y a plus de géante. Il n'y a plus de géante. Ah, c'est curieux ça. Il n'y a plus de géante. Où est Margot Didek, de m 12? Sans aller chercher Ouliana Siemeno, de m 20. Où sont-elles? Enfin, oui, je sais où elle est malheureusement. Où sont-elles? Où est Biljana Mujanovic, pardon, qui était le pivot de l'équipe yougoslave et qui était le pivot de l'équipe, elle était bosniaque d'origine. Voilà. Il n'y a pas l'équivalent, hein, je n'en vois pas. Dans les États-Unis, l'équipe des États-Unis, je ne suis pas certain qu'ils aient remplacé les joueuses que nous avions jouées à l'époque. Donc la dimension physique, voilà, on peut multiplier les exemples. Je parle là, excusez-moi, je parle en expert. On peut multiplier les exemples, les mettre les uns après les autres. Je ne suis pas sûr que si on met sur une ligne de fond les joueuses d'aujourd'hui pour traverser et revenir, elles courent plus vite que celles d'il y a 20 ans. Pour les garçons, et pour n'avoir jamais entraîné le garçon depuis 25 ans, je peux vous dire que oui, la différence existe. Oui, elle existe.
On n'a qu'à regarder simplement les vidéos. Quand on regarde la taille des shorts, quand on regarde tout ça, on se dit quand même le sport là il a évolué, c'est autre chose. Alors ça, forcément, à partir de là, il y a aussi une autre chose qui est un aspect bizarre. C'est qu'on joue sur le même terrain, avec les paniers qui sont encore, j'espère, vous savez que la dernière tocade de la FIBA, ça serait non seulement d'équiper les joueuses de jupettes pour rendre les choses plus spectaculaires, mais également de baisser un peu les paniers, on ne sait jamais, pour voir si on ne pourrait pas un peu marcher. Pourtant, c'est marcher, parce qu'elle fait bien. Ça rendrait les choses spectaculaires. C'est bien la preuve de toute façon que même si on a réduit le ballon, ça n'a rien transformé du tout, hein. Du tout. Donc moi je vois une chose beaucoup plus figée dans le secteur féminin au niveau de l'évolution physique qu'il n'est dit. Parce que généralement on dit l'inverse, moi je dis ça, je m'engage, je dis que c'est pas vrai. Hein? Alors que chez les garçons c'est absolument incontestable. Donc à partir de là, effectivement, sur le plan de la défense, il y a des choses qui vont changer. Et en particulier, il y a un aspect qui est un aspect qui est chez le garçon, quand vous regardez le basket garçon maintenant, est perpétuel, c'est la notion de verticalité. Je n'en crois pas un mot quand on parle de verticalité. Parce que pour être vertical, il faut avoir des racines. Hein. Pour qu'un beau chêne soit vertical, il faut qu'il ait des racines. Hein. Si c'est un peu plié ou un if, il ne tient pas debout. Bon. Donc il faut quand même avoir ça. Le basket est un sport terrestre. Les femmes jouent un sport terrestre. Les hommes jouent un sport, on dira aérien, vertical, si ça vous fait plaisir, parce que les journalistes ont dit ça. Il faut parler comme les journalistes, autrement ils ne comprennent pas. Bon, donc, voilà. Et ça, c'est une très très grande différence. Pourquoi c'est une différence? C'est que je vais prendre 3 joueuses. Il me faut 3 joueuses et un ballon. Il y en a qui n'écoutent pas, donc j'en prends que 3, autrement j'en aurais pris 12. Quand elle n'écoute pas. Voilà. Si le ballon est ici, si elle a le ballon, c'est qu'elle est en défense ou en attaque? Elle attaque. Très bien. Bien. Donc, si le ballon est ici, et que. Si le ballon est ici, et que cette joueuse-là est en défense sur donc la partenaire attaquante, ici, toi tu attaques avec elle, toi tu es en défense. Ce que les femmes devraient savoir depuis le début qu'elles jouent au basket, ce qu'elles devraient savoir, les petites filles, ce que j'apprendrais à des petites filles si elles jouaient, si je leur apprenais à jouer au basket, avec beaucoup de prétention, dire de leur apprendre, c'est que l'espace arrière leur appartient. L'espace arrière leur appartient. Parce qu'il n'y a pas de dimension physique. C'est-à-dire que ici, pour autant de fois que face à un infirme comme moi, sur quoi, elle va essayer de faire la passe en l'air, autant de fois le ballon il va dans les tribunes. D'accord? Si on fait ça avec des garçons, on est mort. Je n'ai pas l'air de vous tomber. Ce qui veut dire que pour moi, le terrain des femmes est plus petit que le terrain des garçons. Parce que si ce défenseur il sait que, hormis l'individu qui est dessous, qui n'est pas son ami, celui-là, c'est pas son ami. Mais par contre, ici, elle bénéficie du concours de circonstances de l'amitié éternelle de celui qui a décidé le terrain. C'est-à-dire que par conséquent, si elle ne se met pas devant, entre l'adversaire, plus encore devant, eh bien elle ne peut pas défendre. Et, mieux encore, et vous l'avez vu notamment chez l'équipe des femmes françaises, la défense ouverte, côté ballon, est une bonne réaction au phénomène, parce que elle, si elle veut venir ici, il faut que tu viennes. On en reparlera tout à l'heure pour l'attaque, de ces fameuses remontées de l'ailier vers le porteur de la balle. Il faut le réfléchir, ça, il faut le trouver. Bon, ouais. Donc, si elle veut venir ici pour couper la ligne là, si je suis là, coupe là,
je peux encore m'interposer ici pour l'empêcher de le faire. Donc, chez les femmes, on trouvera beaucoup plus de défense ouverte, même côté au ballon. Et si un jour je pouvais enseigner le basket avec une équipe qui soit disciplinée telle que je le souhaiterais, est-ce que ça existe encore? Je suis beaucoup trop vieux, certes, forcément. Eh bien, j'insisterai beaucoup sur cet aspect-là. Il en va effectivement de même va de l'autre côté. Maintenant, elle a tout compris que elle, n'en reste là. Ici, du côté opposé à la balle, eh bien, sans exagérer peut-être la montée sur la ligne panier à panier, peut-être un petit peu excessif, c'est d'autant plus excessif de monter sur la ligne panier à panier que, justement, tu es orienté. Tu es orienté. Si tu es orienté vers la balle ici, c'est plus facile. Là, si tu es là, bon. Si tu es fermé, c'est-à-dire comme ceci, je n'ai pas vu beaucoup pratiquer, même chez les garçons aujourd'hui. Hein. Si tu es fermé, c'est juste que tu sois sur la ligne panier à panier. Mais si tu es ouvert, tu peux être là. Et c'est d'autant plus intéressant que éventuellement, et ça je dis ça pour faire plaisir à Freddy Fautou, de temps en temps il y a un tir. Il est là Freddy? Il est parti. Eh, j'ai parlé du tir. Donc de temps en temps, effectivement, il y a un tir, et que le fait d'être en position ouverte, vous le comprenez très bien, est beaucoup plus intéressant pour effectuer, évidemment, ce qu'on appelle, effectivement, l'écart retard, qui demeure chez les femmes la clé de voûte du robot. La clé du robot. Et si on a manifesté, nous Français, bon, Pierre n'est pas là, Pierre Vincent n'est pas là, j'en profite. Si on a manifesté une faiblesse, me semble-t-il, dans le tournoi en général, l'équipe de France, c'est dans le domaine du robot. Et pourtant c'est dommage parce que ces joueuses sont orientées et elles sont positionnées correctement, elles ont le physique pour ça, et on a été malgré tout dominé. Bon bref, voilà. Ça c'est une des grandes différences, je pense, entre le basket masculin et le basket féminin. Effectivement, si jamais on ouvre des espaces dans le backdoor, employons des mots savants, dans le basket masculin, on est sûr chaque fois de prendre des passes au cercle qui se transforment en panier facile. Chez les femmes, pour une fois que vous ferez ça, bon, vous prendrez, pour 10 fois que vous ferez ça, pardon, vous prendrez une fois un panier. La deuxième chose, et ça vous l'avez noté avec attention, je voudrais les deux joueuses les plus grandes de l'équipe. Les deux intérieurs, il doit y avoir deux intérieurs de l'équipe. Merci. Vous pouvez rester là, vous pouvez rester là. Vous pouvez rester là. Mettez-vous autour, vous êtes en attaque. Toutes les trois en attaque. Voilà deux joueuses intérieures. Avant de faire un discours sur la raréfaction, le mot est faible, du jeu du poste intérieur, vous savez qu'il y a une race qui a disparu dans le basket. Enfin, il y en a deux. Mais il y en a une qui a disparu, c'est le poste 5. Ce qui fait que quand on a un poste 5, on gagne des matchs. C'est marrant parce que c'était le cas de l'équipe de France. Il y avait un poste 5, au moins. C'est marrant, hein? Toutes les grandes équipes qui ont des résultats, excepté les États-Unis qui est le contre-exemple. Mais l'Espagne, face aux États-Unis, ils ont montré l'intérêt d'avoir un poste intérieur. Donc chez les femmes, il y a très peu de postes 5 aujourd'hui, parce que ça suffit, pour moi, on parlera de l'attaque tout à l'heure, de la mauvaise évolution, entre guillemets, du basket en général, la notion de polyvalence. Donc, le poste 5, il y a eu un gros match, un vrai gros match, un vrai beau match. Vous trouvez, moi, vraiment un beau match. C'est France et Brésil. Et là, il y a deux joueuses qui ont fait une partie formidable, qu'on n'a pas dite, évidemment. On n'en a pas parlé. Les journalistes, ils ne le voient pas. C'est que l'équipe du Brésil, elle est outillée par une joueuse intérieure, qui est une ancienne, elle aussi. Une ancienne. Qui est un 5, un poste 5. C'est un des rares 5 qui a évolué dans le tournoi olympique avec Isabelle, avec Emeline. Ah, le poste 5, il n'y en a pas 100, il n'y en a pas 1000, il n'y en a même pas aux États-Unis. Il y en a 3 ou 4.
Et là, il y a eu un vrai match, un superbe match. Et là, on a pu voir la partie qu'a fait Emeline Ndombé au pivot. Elle a fait une démonstration de défense. Elle a fait une démonstration de ce que je dis, c'est-à-dire que, poste-toi intérieur, tu es en attaque, toi tu es en défense, comment tu défends? Elle s'est mise tout le temps overplay, tout le temps devant, mets-toi devant, complètement, là, là. Elle s'est mise complètement au plus. Ça, dans le basket féminin, on peut le faire. Je me souviens d'une équipe d'une fois, on va jouer en préparation un match contre l'équipe des États-Unis de l'époque. Il y avait une dénommée Lisa Leslie, un détail, qui joue au niveau, l'équipe des États-Unis. On en a pris 30. Je vous en clair, on en a pris 30. C'était à Salamanque en match de préparation. Et on avait décidé de se mettre devant. Emeline, elle y était déjà à l'époque. Il y en avait d'autres. Emeline, elle y était. Et les seules conneries qu'on a fait vraiment aux États-Unis, c'est que malgré, bien que on soit complètement overplay, elles ont encore voulu chercher à faire des passes hautes. Et elles ont, ce jour-là, parce que c'est le basket féminin, c'est pas parce que nous on était forts, moi je crois que c'est parce que c'est le basket féminin. Elles ont mis un nombre incalculable de ballons en touche directe. On en a pris 30 ailleurs. Donc ça c'est des grandes différences. C'est-à-dire que je ne suis pas certain qu'on puisse en permanence défendre devant dans le basket masculin, notamment à partir du moment où le poste 5 monte un peu, parce que l'espace arrière est dangereux. Chez les femmes, pas de problème. Pas de problème, bon, sauf à être évidemment éminent spécialiste de l'attaque, c'est-à-dire effectivement, forcément, bon d'accord. D'où l'intérêt, forcément aussi, d'ici, de contester et de jouer la balle. La balle. On défend à 5 contre le ballon. Si on s'en défère au propos, tout à l'heure, je tenais, il y a un quart d'heure de temps, peut-être plus, par rapport à la dimension collective, alors oui, le basket féminin s'exprime dans la dimension collective. Et c'est parce que l'équipe de France est très forte là, dans le Cabeil, et parce qu'elles sont très fortes en défense, qu'elles sont fortes dans le Cabeil, et que vous entendrez toujours leur dire, vous les diront toujours, elles parleront toujours de la défense. Toujours. Même quand elles ne foutent pas les gueules, elles vous parlent toujours de la défense et qui n'était pas bien. Si vous avez entendu le reporter féminin qu'il y avait, que je connais un petit peu, vous vous rappelez du reporter féminin qu'il y avait sur Antenne 2, mais vous remarquez, vous regardez peut-être pas le basket féminin. Elle vous a toujours parlé de ça. Elle a été vaccinée à ça. Elle a été vaccinée à ça. On loupe les yeux, c'est pas grave, il faut des femmes. Et oui. Parce que c'est là que la dimension collective. La grande différence, je crois, je m'avance, j'espère que vous allez me contredire, c'est que chez les garçons, c'est pas grave, tu vas voir ce que je vais faire, je vais faire mon tir, je vais me créer mon shoot le coup d'après. Là-bas, derrière, l'aide, pas grave, on va aller. Ça, c'est vraiment très différent. Et ça se traduit dans les actes. Et dans les actes collectifs, alors après le reste, les stratégies, on vient d'en parler. De la tactique, on vient de parler de ça. Et je crois que ça, c'est la grande, très très grande différence entre le basket masculin et le basket féminin. C'est-à-dire que l'ouverture à la balle, le déplacement du bloc défensif à 5, la balle se déplace et c'est 5 joueurs qui se déplacent. C'est pour ça que c'est pas marrant. Parce que si quelqu'un qui commence à tourner les oreilles, c'est fini. C'est 5. Ça, de ce point de vue-là, ça s'enseigne plus facilement, me semble-t-il, dans le basket féminin. Et il faut inculquer ces choses-là, parce que de toute façon, les femmes sont toujours à l'écoute. Elles ont besoin d'entendre des choses pour les réaliser. Rappelez-vous une chose, vous ne pourrez jamais faire à des joueuses des choses si elles n'en ont pas la maîtrise. Elles ne vous croiront pas si elles n'en ont pas la maîtrise. Le maître mot, quand on s'adresse à des femmes, c'est de leur prouver qu'elles ont la maîtrise. Et elles traduisent ça par le mot confiance. Il ne me fait pas confiance. Il me fait confiance. Non, ça, il me fait confiance, on ne le dit pas. Mais il ne me fait pas confiance. Elle traduit par ça. En fait, c'est maîtrise. C'est-à-dire, je sais faire ça, je vais me mettre en situation pour le faire. Donc, vous, en tant qu'entraîneur de femmes,
Faites-leur faire des choses qu'elles savent faire. Ça veut dire que, ça ne veut pas dire que c'est restrictif au niveau de la palette des apprentissages, bien entendu. Voilà ce que je voudrais dire. J'ai peut-être oublié des choses, excusez-moi, j'ai été très long. Hein? Non, pas du tout. Après, évidemment, il y a l'arme absolue, on en parlera tout à l'heure pour l'attaque. L'arme absolue de l'attaque. Vous savez ce que c'est l'arme absolue de l'attaque en basketball? On ne sait plus rien faire en attaque sans faire un pick and roll, bien entendu. Mais forcément, que faire d'autre sans un pick and roll? C'est-à-dire qu'on a complètement oublié. Non, là je parle de l'attaque. Et ça joue sur la défense, mais c'est un rapport de force permanent. Donc, on préfère faire le pick and roll, faire du dribble. Le dribble remplit, c'est la passe. On va en parler tout à l'heure. Bon, bref. Donc, il existe des pick and roll en défense. Je n'ai pas vu de différence fondamentale de la défense de l'équipe nationale des hommes et de l'équipe nationale des femmes sur ce point-là. La seule différence que j'ai vue, moi, personnellement, que j'ai cru apercevoir comme ça, je ne leur ai pas demandé. Je n'ai pas questionné Pierre, je n'ai pas questionné Valérie, Carrier, bon, ni même les autres assistants là-dessus. Je crois avoir vu que sur les pick and roll, ils ont protégé certaines joueuses qui ont une exubérance à sortir, qui ont une exubérance à exprimer leur force physique. Je crois qu'ils ont cherché à protéger Isabelle. C'est bien fait, d'ailleurs. Et même aussi souvent, Emeline. Mais les autres, pas de grosse différence. On a vu chez les hommes des très grands qui sortaient loin. On a vu les postes 5 qui sortaient venir défendre ici sur le pick and roll très haut. Bon, voilà. La différence qu'ils ont faite aussi, peut-être, c'est que chez les hommes, ils ont plus ciblé, me semble-t-il, en fonction des caractéristiques des adversaires. Voilà. Quand on rencontre, par exemple, le Gazole, c'est pas le même Canari qu'un autre joueur. Parce que peut-être que c'est un poste 4 qui est capable, s'il est poste 4, hein, d'enfiler des paniers à 3 points comme des perles. Chez les femmes, il existe, bien sûr, des postes 4 qui mettent des paniers à 3 points. Bien sûr que oui, forcément. Mais ce n'est pas forcément une tactique de base. Donc, la prise de risque sur les pick and roll sera peut-être plus importante chez les femmes que chez les hommes. Chez les hommes, on essaye vraiment de gêner. Voilà ce que je pourrais en dire pour rester très très général. Ce n'est pas exhaustif. Chapitre de la défense. Oui, il reste un aspect. Un aspect. Ah, si tu as terminé le petit il est terrible le type. Il te reste un aspect à traiter. Oui. C'est sur les cuts. Ah oui, très important. J'emploie le mot adéquat. Ah oui, c'est d'ailleurs le mot, c'est le cut pour ne pas aller dans le corner. C'est ce que je veux dire. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un cut? Mais c'est un cut ou un cut? Tu veux me faire dire un cut? Non, tu veux me faire dire un cut. Alors, un cut. D'accord. Si, il y a une différence, c'est sûr. Chez les hommes, d'après ce qu'il apparaît, d'après ce que j'ai entendu dire, moi, de mes homologues masculins à l'époque où j'étais en fonction et tout ça, je dis ça de manière gentille et ironique. Ils sont épouvantés par le tir à 3 points. Ça les épouvante. Donc, ça veut dire qu'ils estiment que, à juste titre, hein, puisque eux ils entraînent des hommes, ils le savent mieux que moi, hein, c'est-à-dire qu'ils n'acceptent pas facilement le fait que un joueur, pardon, tu vas te sortir de là, je te laisse là, sors de là, toi tu fais l'écran, tu vas te sortir de là, sors de là. Tu fais l'écran sur cette joueur-là, ici tu fais l'écran. Ils n'acceptent pas facilement qu'un joueur puisse recevoir le ballon de manière confortable dans le corner pour pouvoir tirer et marquer à 3 points. Parce qu'effectivement, il y a un nombre de tirs considérable. Alors ce n'est pas du tout, et ça leur donne raison, je ne conteste pas lui, ce n'est pas du tout le cas de l'équipe des États-Unis, parce que eux, ils tirent à 3 points avant même d'arriver à la table. C'est pas après un cut, ils ne vont pas s'emmerder à faire un cut, ils arrivent, ils tirent, ils marquent. C'est la seule chose. Ce qui veut dire que, craignant le tir à 3 points, les ballons derrière, bon, si tu veux, très bien. Bien pour défendre maintenant. Craignant le tir à 3 points,
on recommande, me semble-t-il, plus dans le basket masculin de suivre que de passer au-dessus. Avec beaucoup d'attention, j'ai vérifié que l'équipe de France filles, plusieurs fois, cherchait davantage à passer dessus qu'à suivre. J'ai mon explication, c'est la mienne. J'ai mon explication. L'explication, c'est que lorsque on suit, lorsqu'on suit, forcément, la réponse de l'attaquante, c'est de tourner autour et de faire ce qu'on appelle une boucle. Nous, en français, on dirait une boucle. Mais en basket, ça se dit un curl. C'est mieux. Donc, ici, quand on fait ceci, eh bien, effectivement, si la joueuse prend le ballon, et mieux encore si le ballon vient de là-bas, parce qu'il donne une ballon quand même, bon, là, elle va attaquer le panier plus facilement. Voilà. Et donc, dans le basket féminin, on prendrait davantage ça qu'un hypothétique tir à 3 points, parce que ça, je ne devrais pas vous le dire, mais c'est la vérité. C'est très difficile pour une femme de sortir ici en pleine vitesse, de réceptionner la balle et de tirer dans l'angle du terrain. Donc elle ne va pas le faire. Ce qu'elle va faire en sortant, moi j'en ai connu qu'une joueuse dans toute ma carrière capable de le faire. Une. Bon. Mais je vais peut-être pas vu beaucoup aussi. Ah. Ce qu'elle va faire, au contraire, c'est engager un dribble. Et si vous lui donnez l'occasion, dans la réception d'engager le dribble, vous confortez son aspect fort. Est-ce que je me fais bien comprendre? La défense étant toujours la réponse de l'attaque et réciproquement. Ici, dans le basket féminin, sortir, réceptionner, tirer, ici, pour moi, c'est beaucoup trop difficile pour que ce soit fait avec efficacité. On en parlera tout à l'heure en attaque de ça. Donc la réponse défensive, c'est que on peut passer au-dessus. Toujours dans la même idée, c'est que les gens qui passent au-dessus, je prends la place. Les gens qui passent au-dessus savent qu'ils ont un aide et que l'aide, c'est le terrain. Qu'aller se mettre là-bas dans le coin, pour moi, bien que ce soit la tendance dont on parle de l'attaque, c'est une connerie manifeste. Je maintiens manifeste. C'est-à-dire que c'est à l'inverse de ce qui va vous être dit tout à l'heure, qui vous a été dit hier, qui vous sera dit demain. Voilà. Parce qu'ici, pour moi, c'est vachement plus difficile de défendre là que dans tout autre endroit du terrain. Je regrette. Je préfère défendre quelqu'un là, moi, que défendre quelqu'un qui va me couper sous le nez, sous les moustaches. Parce que là oui, là je suis emmerdé, là. Là, oui. Voilà. J'ai vu avec bonheur un retour vers, effectivement, les utilisations en défense du passer au-dessus. Mais la question que l'on poserait, qu'on devrait poser, c'est est-ce que vraiment, dans ce championnat en général des garçons et des femmes, est-ce que vraiment, en attaque, on va en parler tout à l'heure, on a vraiment utilisé, est-ce que vraiment on l'a utilisé, le bas du terrain? Poser la question, pour moi, c'est y répondre. Hein. Est-ce qu'on a utilisé le bas du terrain? La question qu'on se pose. André, c'est bon? Elle attend, mon gars. Ce que nous avions proposé a été fait. Il n'y a qu'un seul aspect qu'il faut rappeler simplement comme ça. Non, pour le fun. Oui, le fun. Le fun. C'est que, voilà. Donc voilà, si tu veux le bloc shot. souligner. Le bloc shot. Eh oui, le bloc shot. Alors là, on est dans la dimension physique pure. Il est normal, il est évident, il est logique, tout ce qu'on voudra qu'on puisse, dans le basket homme, je crois, envisager le contre comme faisant partie de la panoplie de la défense. Je pense que c'est tout à fait légitime. Alors on parle de deuxième lame, des trucs comme ça, je rigole. Voilà, de deuxième lame.
Bon, très bien, la deuxième langue, la première et la deuxième, un peu plus court. Bon. Généralement, d'ailleurs, la deuxième langue, il n'y a pas d'accordé, enfin bon. Voilà. Ça fait partie de la panoplie défensive. Chez les hommes, c'est incontestable. Chez les femmes, nous avons une grande spécialiste. Je dis ça sans humour, hein, c'est vraiment au premier degré. Effectivement, c'est Sandrine Levy. Mais là, il a une aptitude à sortir les bras télescopiques qu'elle a pour contrer. D'autant plus aisément, je rappelle que, comme l'attaquant n'a pas une qualité physique exceptionnelle, puisque c'est aussi une femme, bon, donc, pour elle, oui. Ceci dit, de manière matoise et de manière un petit peu vicieuse, à l'époque où j'avais un petit peu d'autorité chez les filles, pas sur les femmes, chez les filles, en basket, je demandais à éviter de faire un contre. Pour la bonne raison que, de toute façon, dans le vu et la vue et l'esprit du corps arbitral, une femme ne peut pas faire un contre-droit. Donc c'est toujours faute. Donc c'est pas la peine de s'emmerder. Tu n'en fais pas, tu fais faute. Tu feras faute. Bon, c'était ma réponse à moi. C'est pour mettre un peu d'humour dans cette pénible séance. Donc, le contre, oui, chez les hommes, incontestablement, oui, on estime que ça fait partie du jeu. Ils peuvent même de temps en temps toucher un peu, c'est normal. C'est l'engagement physique, c'est ce que l'on veut, c'est ce que l'on recherche. C'est vers ça que, chez les femmes, non, elles ne peuvent pas. Non, elles ne peuvent pas. Par décret. Ok. À vous, monsieur. On raconte toujours maintenant. Hein. Alors, ah bah ouais, tu m'as dit, avant d'arriver, tu m'as dit, moi, dans le jeu tout-terrain, c'est mon dada, je m'en occupe. C'est vrai, hein? C'est vrai. ah oui. Voilà. Donc, Donc, on va passer aux aspects offensifs. et si vous avez sur l'aspect défensif? Non, après. Non, mais quelques questions à la fin? Il note. À la fin? Il note. Il m'envoie un fax, parce que j'ai pas d'internet. Il m'a envoyé un fax. Donc, nous passons au jeu Je tout-terrain. donnerai mon messagerie vocale aussi. Vocale, mais pas écrite, je ne peux pas faire. Notre constat, et qui ne date pas uniquement des Jeux Olympiques, même un peu avant, on peut constater souvent à différents niveaux de jeu, mais surtout en première division, où vous avez le loisir d'aller de temps en temps. Évidemment, mon propos aussi va être excessif, parce que ce n'est pas toujours le cas, mais disons que quelquefois, on est amené à dire, tiens, mais il n'y a plus de contre-attaque, ça a été supprimé. Je me souviens d'un collègue qui, il y a 20 ans, était revenu d'un championnat d'Europe et nous a dit, la contre-attaque, c'est fini. Les mecs sont trop forts en défense. Il avait raison. Le repli est tellement assuré qu'on ne peut plus contre-attaquer. Sans doute que ce serait vrai, seulement manque de peau aux Jeux Olympiques, pour y revenir. Les deux équipes qui jouent tout terrain, même sans parler de contre-attaque au sens où on fait la différence entre contre-attaque et jeu rapide, sont les deux équipes américaines. Les autres, non, c'est sûr. C'est vraiment sur des balles récupérées, sur des interceptions, donc c'est très peu en jeu, il y a très peu de contre-attaque, c'est-à-dire de manifester, parce que finalement c'est ça, de manifester une volonté permanente que dès l'instant où on rentre en possession du ballon, on est les rois du terrain. En général chez nous, aujourd'hui, mais je répète, hein, c'est ceci évidemment, hein, bon, je suis sûr que chacun d'entre vous, dans son club, vous vous dites, ah mais non, moi je pratique différemment. C'est vraisemblable et c'est même certain. Mais globalement, quand on voit les compétitions, c'est souvent le mec qui récupère le ballon, un petit moment de réflexion pour savoir à qui va passer, etc. Bon, je passe sur le truc. Il n'y a pas cette vitesse de réaction manifestée et qu'en d'autres temps, qui existait à notre temps, même à des niveaux modestes de notre basket, relativement modestes. Ça, on a l'impression que ça a un peu disparu. Je dis un peu, je suis assez prudent. Et dans les Jeux Olympiques, si vous me trouvez une équipe qui a joué vite, même les Espagnols qui, avant, étaient là, ont manifesté beaucoup plus de tranquillité dans l'attaque. Non? Bon, voilà le constat. On va après sur... Développer, là. Comment? Je
voudrais développer quand même. Vas-y. Je voudrais développer parce que voilà, le constat il est fait. Je pense qu'il y a un effet de mode destructeur. Et quand on enseigne les gens, c'est extrême de littéraire à Cameroun. Je pense que ces destructeurs ont bien dit. On met en place le jeu collectif, tout ça ensuite pour jouer bien souvent quelque part. Parce que je la parole de le basket, elle ne pas, je dis, le petit drôle, je ne pas, c'est une balle de tête, c'est pas ça que. Mais bon, on met quand même en place des collectifs. Et moi je trouve vraiment, ça c'est vraiment un créneau, je trouve vraiment déplorable qu'on ne puisse pas bénéficier de l'attaque sur tout le territoire. Mais bien sûr, alors ceux qui n'aiment pas travailler la course vers là, c'est parce que, en fait, ils n'ont pas confiance en leurs joueurs. Parce que vous les entendez dire quoi? Ouais, mais attends, on perd la balle. Quoi, tu perds la balle parce que quand tu tires dans l'urgence, après avoir fait à toi, à moi, pick and roll, merde, 22 secondes, tu perds pas la balle là? C'est quoi ce café? C'est quoi? Donc ça, l'état d'esprit du jeu rapide sur tout le terrain de la contre-attaque est mort. Et il est mort particulièrement en France. Nous, on est un entraîneur français, donc on peut le dire. Il est mort en France. Il n'y a plus personne n'enseigne le jeu de contre-attaque. Plus personne. Ce qui fait qu'on a une déperdition de points faciles à aller chercher, de fautes provoquées à aller chercher, et ça se traduit par le fait qu'on n'enseigne plus de l'EE. C'est quand même eux. Hein? On n'enseigne plus. Puis de toute façon, on ne va pas aller à l'EE. Et quand on va se précipiter à un contre un, c'est pour aller chercher une faute. On ne l'enseigne plus. Je l'ai vérifié. Je suis allé entraîner comme ça, là. Enfin, entraîner. Amuser la galerie. Dans un club ou deux ou trois, comme ça, de niveau convenable. Vous voulez qu'on vérifie? Vous voulez qu'on vérifie? Cadette France. Et tous les joueurs sur le terrain. Ah, ça merde là. Là, ça merde là. Ballon. Pour vous échauffer. Chacune un ballon. 6 d'un côté. 6 d'un côté, 6 de l'autre. 6 d'un côté, 6 de l'autre. Oh. Oh. 6 d'un côté, 6 de l'autre. Stop. Stop. Voilà, vous avez la réponse, on ne l'enseigne plus. On ne l'enseigne plus parce que déjà, de toute façon, elles se sont mises dans un système confortable. Il m'étonnerait qu'il n'y ait pas de joueurs de gauche. Voilà, et toi tu t'es mis avec les brebis. Mais toi, si on te met d'un côté du terrain, tu te mets là dans un système confortable. Après tout, pourquoi pas? Pourquoi tu ne te mets pas là, toi? Et alors, puisque tout le monde se met là. Mais comme tout le monde se met là, tu vas te mettre là-bas. Eh oui. Or, pour toi, normalement, tu devrais revendiquer le dire, je regrette. Quand je fais du saut en hauteur, bon, moi je faisais du saut en hauteur, pas très haut, mais je sautais à ciseaux, ou en rouleau latéral. J'avais pris l'appel droit. Et alors, tout le monde a pris l'appel gauche. Et moi, j'allais quand même du bon côté. Bon. Bref, c'est une petite remarque. Juste comme ça pour s'amuser. Et maintenant, on va moins s'amuser. Il faut que vous marquiez 6 paniers consécutifs. Il faut que vous marquiez 6 paniers consécutifs. Ça peut durer. Allons-y. Alors, comme ça ne peut pas durer, est-ce que, sincèrement, en tant qu'entraîneur d'une équipe de jeunes, est-ce que je peux accepter ça? Oui. Sauf que maintenant, moi, quand je suis entraîneur d'équipe professionnelle, eh bien, j'ai le même spectacle. Parce que de toute façon, maintenant, tout le monde à gauche. Allez, c'est parti, go! Ça s'appelle le tir en cours. Regardez.
descendre dans le sens du règlement du basket, mais en marchant paisiblement comme quand vous allez rue Sainte-Catherine. Donc vous allez laisser de la place et vous allez attaquer le panier gaillardement. Allez, go, c'est parti. C'est pas mal quand même. C'est pas mal quand même. Vous les passez, c'est pas mal. Voilà. Bon, alors, Julien, c'est une française, c'est pas mal. Pour les mots de l'aile, c'est très bien. Et maintenant, plus difficile. Parce que ça, c'est que dalle. Maintenant, plus difficile. On va se remettre à droite. Pour ne pas vous mettre dans l'inconfort. Et alors, tenez-vous bien, on va mettre un passeur au milieu ici. Et le passeur, il va avoir pour mission de réceptionner le ballon. J'ai rien dit. Il va avoir pour mission de réceptionner le ballon, de rentrer en... Alors là, il faut lever les oreilles de Mickey, là, à l'échauffement. Vous savez, il y a des joueurs qui s'échauffent avec les oreilles de Mickey à l'échauffement. Donc, de rentrer en communication avec la partenaire, de façon à ce que cette partenaire soit en mesure de recevoir ma passe et de scorer. Un passeur ici, un passeur là-bas. Vous faites 2 tirs par joueuse. Bien sûr, c'est tir en course, ben oui, là, on est à l'heure. Allez, quand vous voulez, quand vous voulez. En course, on fait les tirs en course, le passeur est toujours le même, il reste toujours au milieu pour faciliter. Le passeur reste toujours au milieu pour faciliter. 2 tirs par joueuse. Je dis pas réussi, 2 tirs. Quel est mon propos? Mon propos, ça serait de dire, dans la mesure où de temps en temps, on aurait l'habitude de courir, de recevoir des ballons et de scorer chaque fois avec aisance, dans cette mesure-là, on serait capable de temps en temps de marquer des paniers faciles. Pourquoi ne pas créer les conditions pour que cela soit fait? Et évidemment, c'est compliqué de créer les conditions pour que ça soit fait. C'est compliqué parce que non seulement il faut être sûr de sa technique, on ne va pas revenir, et puis on n'est pas là pour passer l'examen, juste simplement pour s'amuser de temps en temps. Et il faut créer les conditions pour que cela se passe à 3 à 5 joueuses. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut, par exemple, mettre des groupes de 3 au fond du terrain, là, des colonnes de 3. Non, non, ici, tout derrière. Allez, après on va dire 2 choses et puis on arrête là-dessus. 3. Il y a normalement 4. Il y a 3 colonnes de 4 rangées. Il y a 3 colonnes de 4 rangées. Il y a 3 colonnes de 4 joueuses. Vous voyez tout le monde alors? Bon, c'est pas grave, ça vous n'a pas d'importance. Est-ce qu'on est capable? Est-ce qu'on est capable de faire une passe, 2 passes, 3 passes, panier marqué? Une passe, 2 passes au milieu, 3 passes, panier marqué. La seule qui est habilitée à utiliser éventuellement un dribble est la joueuse du milieu, qui aura peut-être besoin ou d'accélérer ou de ralentir en fonction de la vitesse de ses partenaires. Je répète, tu passes la balle une fois à gauche. Toi, tu es parti en pleine course, tu renvoies au milieu, et toi, tu t'assures de donner un ballon correct à la joueuse qui va tirer à droite. D'accord? Ça va? Go! 1, 2, allez, 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 allez! Voilà. C'est bien ça! Oh! Hop! Encore! Hop! Allez! Go! Go! Très bien! Non, restez au fond, c'est pas grave. Restez au fond. Ouais, vous pouvez rester au fond, c'est pas grave. 1, 2,
Allez, on fait un retour. On fait un retour. Go, go, go. Go, go. Très bien. Ok. Très bien. Ok. Stop. Ça va. Très bien. Tout ça pourquoi? Parce qu'on vient. Hop, hop. On vient de se rendre compte, donc, simplement par ça, qu'il est impératif d'utiliser les couloirs latéraux et qu'il faut effectivement, sous peine de devenir bientôt, c'est deux règles que j'ai oublié, un misérable facsimilé du handball. Le handball, vous avez compris, il se mettre là derrière le bordel, là, il se fout la face, il se fout prendre en rond, là, femme, il y a quelque chose, après il se replie, les mecs qui viennent là, et là il y a un no man's land de 40 mètres, on joue là 7 contre 7, vas-y, là-bas 7 contre 7, vas-y, ça descend un peu dehors, voilà, mais ce qui se passe au milieu de terrain, et nous on fait pareil. Maintenant, on va utiliser la ligne des 3 points comme étant la ligne du handball, pour faire un concours de tir à 3 points. On n'y est pas loin, on n'y est pas loin, pas loin. Donc, est-ce qu'on sait qu'il y a des couloirs latéraux? Est-ce qu'on sait par exemple que... Viens voir ici. Venez ici les deux. Mets-toi au milieu, toi. Tu seras plus bizarre au milieu. Toi, t'es meilleur de jeu, toi. Regardez tes cœurs, non? Non? Je te répète que meilleur de jeu dans mon équipe. Tu pourras le marquer, ça. Quelque part. Mets-toi, très bien. Par là. Mets-toi. Approche-toi. Quelle est la 5e joueuse devant toi? Tu joues au extérieur, plutôt. Hein? Voilà. Est-ce qu'on sait par exemple que la préoccupation, lorsqu'on a le robot, bien souvent le robot, normalement, quand vous parlez avec une joueuse intérieure, vous lui posez une question. Vous savez, dans le moment le plus important de la saison, c'est l'entretien individuel. L'entretien individuel, c'est très important. L'entretien individuel. Donc, pose la question pour l'entretien individuel. Tu joues intérieur? Quelle est la chose la plus importante? Tu me réponds. Tu peux jouer dans mon équipe. Elle peut jouer dans mon équipe. Ça fait 10 ans qu'on ne m'a pas répondu ça. Elle a compris que quand tu as joué d'intérieur, la première préoccupation, c'est d'abord le robot. Deuxièmement, quand tu as traversé le terrain, quelle est ta deuxième préoccupation? Ta première préoccupation à l'attaque. Alors, qu'est-ce que tu as dit? De venir au posté. Tu pourras revenir en deuxième semaine. Qu'est-ce que tu vas faire? Quelle est la première préoccupation? C'est pas faux, oui, c'est pas faux, je suis d'accord. Bon, tu aurais dû me dire je cours, tout ça, c'est vrai. Ensuite, qu'est-ce que tu me dis? Et je fais des écrans. Elle peut jouer dans mon équipe. Voilà, si un joueur intérieur, il sait déjà qu'il peut prendre des robots et faire des écrans, il peut jouer dans mon équipe. Donc le propos, c'est contre-attaque. Tu as récupéré le ballon, il a récupéré. Qu'est-ce que tu dois faire d'abord? Qu'est-ce que tu dois chercher d'abord? Très bien. Toi, tu joues à une menace de jeu, qu'est-ce que tu dois faire? Partir comme un lapin? Parce que si tu pars comme un lapin, on va te tirer comme un carré. Donc, qu'est-ce que tu fais? Bien. Tu as été concerné par le robot? Si! Si! Les choses intérieures! Tu ne peux pas jouer dans mon équipe. Oui! Donc, tu as pris des bras. Quelle est ta préoccupation maintenant? Eh bien, et après, il faut aussi la portée d'énergie là. Deux coups. Très bien. Et maintenant, voyons. Maintenant, voyons. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui nous intéresse prioritairement? Qu'est-ce qui devrait nous intéresser prioritairement? Ben, bien sûr, de courir, et puis de courir dans l'espace, dans l'herbe tendre. Et allez, de courir, et de courir, et de courir, et de courir large. Ben, bien sûr. C'est bien, les filles, beaucoup de choses. Voilà. C'est bien. Ah. Bon, ça,
Si vous le voyez un jour joué par une équipe, je n'ai pas vu cette équipe-là, mais apparemment elle le joue, vous m'envoyez un fax. Parce que, normalement, on prend le robot, dans le meilleur des cas, on monte en marchant, on monte même dans le milieu du terrain, on monte en marchant, c'est pas au voir, c'est vrai, on est sourd, c'est pas au voir. On peut marquer, tu as le droit de marcher au milieu. Tu as le droit de marcher au milieu, puisque tu ne sais pas que la passe la plus difficile, c'est celle-là. Donc, tu peux courir au milieu. Ainsi de suite, et on monte en marchant. Et donc, le meneur de jeu, lui, qu'est-ce qu'il fait? Comme on défend, on l'a dit, demi-terrain, qu'est-ce qu'il fait, le meneur de jeu? Dans le cas pitoyable, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Mais non, tu ne la cherches pas, la passe, tu as dit que tu l'as chercher. Tu vas pas l'inventer. Qu'est-ce que tu vas faire? Les autres montent en marchant. Monte en marchant. Monte en marchant. Monte en marchant, toi. Qu'est-ce que tu fais en montant en marchant? Comme ça? Qu'est-ce que tu fais? Non, tu dribbles. Voilà. Voilà. Et on se place et on joue tac, tac. C'est une parodie. Forcément que c'est une parodie. Avec beaucoup d'exagération. Pas tant que ça. Pas tant que ça. Il n'y a rien qui, moi, m'agace en tant que spectateur, moi seul, donc c'est pas grave, puisqu'il y a que moi que ça, de voir. Merci, mesdemoiselles. Ce qui est une transition sur l'attaque placée, si on a encore quelques temps. Merci. Allez-vous. Bon. Conclusion. Moins on fait de tir en course, moins on fait de course, moins on fait de passes vers l'avant, moins on se situe sur le terrain les uns par rapport aux autres, moins on a envie d'en faire forcément, puisqu'on se repose sur ce qu'on a le plus envie. Or, je regrette, c'est très étonnant que ça puisse être comme ça, que cela puisse être senti. Le jeu, et ça, cette parodie volontaire qui a été faite, sincèrement, hein, on n'a pas vu beaucoup d'autres choses dans les spectacles qu'on a vus au JO. J'ai pas dit que de montant c'était mieux, j'ai pas dit ça, c'est pas ça, j'ai pas dit ça. J'ai dit que c'est dommage que ça ne soit pas fait. On ne puisse pas utiliser tout le temps. Je vois qu'il y en a qui commencent à bailler et se fatiguer parce qu'il fait chaud, je le comprends. On va passer au troisième volet rapide. Avant ça, je voudrais que l'organisation me donne une réponse. Rapide parce que je vous avais tout à l'heure déjà, on a du max jusqu'à 15. Oui, mais bon, on va voir. Hein? Ouais. Ok. Ça va être très rapide. Bien, donc, pour faire les constats que nous avons faits sur l'attaque de demi-terrain. Là, j'ai fait des constats, moi, particulièrement sur les masculins, mais souvent on retient les mêmes différences qu'il y a. Mais sur les masculins, je vais vous les livrer dans l'ordre, ce que j'ai fait, qui est aussi évidemment exagéré ce moment, je ne reviens pas. Quand on regarde, évidemment, on a tendance à faire des constats un peu exagérés. Pratiquement, c'est toujours le même système. Le système de jeu. Je parle du système de jeu. D'ailleurs, à ce sujet-là, je vais revenir sur un petit tata qui me gonfle quand j'entends des entraîneurs, des entraîneurs, parler d'un système quand ils parlent simplement de déplacement. Un petit déplacement, là, où il y a un joueur qui tourne, que tu vas faire un écran en bas, on dit voilà, ça c'est le système de jeu. Eh bien, je suis désolé, j'y reviens parce que c'est un cas-là. Non, c'est pas un système de jeu. Un système de jeu, c'est le système de l'équipe pendant tout un match. Est-ce que l'équipe va vite, etc. On peut le réduire un peu. Un système, c'est aussi, je pense, j'ai toujours pensé, voilà, si je me trompe, c'est tout est possible. C'est le placement initial que l'on prend avec son équipe et qui est en fonction des joueurs ou des joueuses que j'ai, que je possède, pour qu'elles puissent s'exercer, le maximum de leur talent en fonction du poste qu'elles occupent sur le terrain. Voilà pour moi la définition absolue du système de jeu. Et ça n'a rien à voir avec le déplacement. Le déplacement, après, appelons ça, il y a tout un tas de choses certaines.
pouvons les relire dans les documents antiques. Il y a la combinaison tactique, le schéma tactique, etc. On ne va pas s'attarder là-dessus. Et voilà. Et donc, en masculin, pratiquement, mais y compris en féminine, d'ailleurs, je le cite au passage, parce qu'Alain va sûrement le dire, il y a le même système est pratiqué par les filles, et en particulier par l'équipe française. On va dire là que c'est le système 1-2-2, avec deux postes hauts, les deux joueuses là-bas dans les coins, avec un but précis. Parce que tout à l'heure a été évoqué le fait que, chez les filles en particulier, si la fille qui est dans le coin recevait le ballon, ce n'était pas l'endroit idéal pour tirer, et surtout, ça pouvait favoriser la défense. Et dans ce cas précis, l'attaque que l'on a vue sur tous les terrains de France la saison dernière, on pourra prouver pratiquement toutes les équipes débutaient ainsi. Presque toutes, souvent si les entraîneurs étaient là, ils avaient longtemps se parler, donc je comprends. Mais beaucoup utilisaient ce schéma, et d'ailleurs, pourquoi pas? Pourquoi pas, hein? Donc, je ne porte pas le jugement de valeur. Excellent. Et donc, si on met les deux autres joueuses dans les coins, c'est dans l'immédiat pour qu'elles se fassent oublier et qu'elles étirent la défense de façon à annuler l'aide. Voilà. Après quoi, deuxième temps de l'attaque. Comme souvent le numéro 1 est marqué en pression, même si c'est relatif, mais il est marqué en pression, ou elle est marquée en pression, elle bénéficie d'un premier écran d'une des deux joueuses au poste haut. Il y a des aspects préférentiels, mais peu importe, pour le moment, on ne va pas en parler. Donc, ce qu'on appelle le pick and roll. Le pick and roll, c'est celle qui a porté le pied, coupe au panier, pendant que l'autre ressort un peu, enfin, coupe au panier ou, c'est là qu'il faut donner le choix, ou peut aussi s'écarter si c'est par exemple quelqu'un qui tire à 3 points. Bon. Mais voilà à peu près le schéma qui est évolué. Celle qui part au panier se poste sous le panier, pendant que l'autre qui sort, si elle reçoit le ballon, peut jouer et on joue ainsi. Ce qui fait que dans un premier temps quand même, au moins dans un premier temps, les deux joueurs qui sont dans le coin, ils jouent un peu comme au bridge. Hein. Ah ben ils sont là-bas, c'est vrai. Ils sont les bons. Ah ben voilà, ils ont disparu. C'est de là qu'on a inventé le 3-3, le fameux 3-3. C'est de là qu'on a compris. Comment tu peux l'inventer? Alors, le basket, c'est du 3-3. Alors, tout de même, Le 3-3. tout de même, Et voilà. tout de même, la même chose peut se jouer avec les liés. Avec les joueurs. Mais malheureusement, on l'a vu très rarement dans toute la saison dernière et pratiquement toutes les équipes masculines attaquées comme ça, avec très peu de variété, je veux dire. Et c'est mon premier constat, c'est en revenant encore un tout petit peu en arrière, c'est que à une certaine époque, quand on était observateur de championnat d'Europe en particulier, quand j'ai le pôle il y a souvent, toutes les équipes étaient différentes. Très différentes. Défensivement, offensivement, toutes. Et donc, moi, vraiment, là, c'était de regarder les différences qu'il y avait. Et qui d'ailleurs marquaient presque la sociologie d'un pays. Vous ne pouvez pas exagérer. Et aujourd'hui, est-ce un effet de la mondialisation? Ça doute. Ça doute un peu. Tout le monde joue pareil. Et particulièrement chez les masculins. Et c'est regrettable, voilà ce qu'on voulait souligner, c'est-à-dire que s'il n'y avait qu'un seul alignement au monde qui soit là, parce qu'il y ait des avantages à mettre quelqu'un, ceci, on va me dire oui, mais tu comprends, après c'est un peu une vérité, l'autre il peut dire tout ça c'est vrai, bien sûr que c'est vrai. Mais est-ce que le basket, c'est vraiment et uniquement, je te fous un pic ici, vas-y, parce que tu sais ce que c'est, bien entendu, c'est cadet, c'est normal de te faire faire de coups quand même. Bon, donc ici, je te fais un pic ici, je te refous un truc là, maintenant, vas-y, viens là, et les autres pas dans ce cas-là. Et bien les autres, je vais vous dire, ils peuvent passer au handball, parce que ce sont les joueurs de handball. Voilà. Et ils sont, on y est là, on y est. De temps en temps, ils filent la balle et le cacahuète pour qu'ils fassent une roucoulette. Voilà. C'est une parodie, je veux dire, mais ce que j'explique, c'est qu'il n'y a pas que ça. Or,
dans cette dernière compétition mondiale, qu'on vienne me dire qu'est-ce qu'il y avait de nouveau, et chez les mecs et chez les filles. Qu'est-ce qui a fait changer? Il faut que ce soit le législateur qui change, il faut que ce soit la manière d'arbitrer qui fasse changer le jeu, ou est-ce que c'est à nous, entraîneurs, de faire changer le jeu? C'est la question que je pose. Et c'est pas parce que j'ai vu l'équipe de Perguentaillac qui s'alignait 1-2-2 comme ça, que moi, qui suis entraîneur de Castéra-Verdusa, je vais pomper le système que lui-même a été pompé sur voilà, c'est de suite. Pour parler des amis que je connais. Je dis ça comme ça, de manière de voilà. Donc, sur le plan offensif, de l'organisation offensive et des systèmes, nous avons trouvé personnellement de très grandes pauvretés de jeu. Maintenant, tu es vivant. Alors, une parmi les dernières, les anciennes innovations qui étaient des bonnes idées, reprenez le même alignement au départ. C'est toi qui veux dire que je parle. Oui, puis aussi. Ouais. Qu'on a vu beaucoup, c'est comme elle s'ennuie là-bas dans le coin. Qu'on ne peut pas lui passer la balle. Elle va tout remonter, évidemment. Ça va là-bas, et change le truc, voilà. Change de position, bien, bien là. Non, bien, remonter son arrière. Voilà. Voilà. En gros, je ne dis pas que ce n'est pas intéressant, mais essayez de vous poser la question. Vraiment, du défenseur qui est ici, franchement, hein, le mec il peut se friser là. Le défenseur là, mais l'autre. Donc joue 3-3 là, il ne faut pas déconner. Joue 3-3. Alors après c'est compliqué de défendre à 3 contre 3 là-dessus, je ne dis pas le contraire. Mais si le basket, et c'est là la grande différence, bon, on peut l'attaquer tout de suite parce qu'il nous reste 3 minutes, c'est là la très grande différence qu'il y a, je pense, entre le basket masculin et le basket féminin. Et à mon avis, l'erreur qui consiste à dire, même si l'entraîneur national aujourd'hui qui est permissant dit je fais jouer les pieds comme les mecs, moi je crois que c'est une erreur. Parce qu'il y a des choses qui sont spécifiques. Tout à l'heure, j'ai essayé d'expliquer qu'on ne pouvait pas demander des sorties d'écran. Tout le monde n'est pas Jean-Charles Navarro. Tout le monde n'est pas Jean-Charles. Puis Jean-Charles, il peut sortir de là, hein, et bam, voilà, il faut faire ça. Vous en connaissez beaucoup d'autres. C'est les femmes, j'en connais pas. Donc, vous pouvez passer votre temps à faire des exercices de tir, comme ça. Vas-y, Pierre, allez, tu pars de là-bas. Allez, vas-y, là. Non, démarque-toi, je peux recevoir la balle de toi. Et tu tires, surtout tu tires, boum. Voilà, vous pouvez passer votre temps. Hein. Et moi, je vous dis, c'est du temps perdu. Par contre, faites jouer les filles face au panier. Ah, face au panier. Là, oui. Faites jouer les filles. Ça, c'est la grande différence. Par exemple, viens ici, toi, comme arrière. Toi, tu es justement à tes postes. Toi, mets-toi en balle. Pourquoi pas? Reste là, tes postes. Là. Viens ici, là, toi. Viens comme arrière. Par contre, on va schématiser. Viens de derrière, deuxième arrière. Mets-toi là-bas sur le coin de sur edge. Sur le coude. Là, c'est bien, tu t'es bien. Là. Par contre, viens vers ici. Viens là, profite un petit peu de l'écart. Ressors là-bas derrière la ligne des 3 points. Reçois la balle de face. Là, oui, elle va scorer. Score. Reste. Je suis en train d'expliquer que ce mouvement-là, pour le basket féminin, là, s'écarter, recevoir des balles de face, tirer, c'est bon. Je suis en train d'expliquer que, même pour le basket masculin d'ailleurs, recevoir la balle intérieure, parce qu'il y a des joueurs intérieurs, renverser là-bas, et shoot, renverser la balle. Shoot. Voilà. Ça, c'est plus marqué du saut que le fait, à mon avis, de faire des piquets de roll un peu dans l'endroit, un peu dans l'envers, un peu à la droite. Ça marche. Et la grande différence, elle serait là. C'est une opinion. Elle serait là. Cette grande différence, elle serait là dans le basket. Si on uniformise de plus de tout, de toute façon, il y a des choses qu'on ne pourra pas faire. Par exemple, ce qu'on va faire, qui est évidemment spectaculaire, ça convient. Quand on voit le meurtre espagnol qui fait un pick and roll, et Gasol qui s'écarte, qu'on lui fout le ballon là-haut et qui a smash, magnifique, dans l'utilisation du pick and roll, magnifique. Chez les femmes, c'est quasiment pas possible. Voilà, alors, deux ou trois petits points comme ça, notés à la volée, hein, pour finir, pour ne pas vous assauver, parce que vous devez en avoir par-dessus la tête. Voilà, donc, moi j'avais noté. Le basketball est transformé philosophiquement, merci beaucoup, par l'abus du régime des stars. Voilà. C'est-à-dire qu'on starifie les gens, et aujourd'hui, comme en judo,
Même sur le tennis, comment on essaie de placer son spécial. Alors, un mec, il a un spécial, il essaye de placer son spécial. Et on forme les gens, on les formate pour placer le spécial. Ça me parle. Et donc, comme on a fait sa renommée là-dessus, on finit par se caricaturer soi-même en ne faisant que ce geste-là, et en recherchant que ce geste-là. Dans le temps au judo, le mec il savait faire Ushimata à droite, il faisait Ushimata à droite. Donc ça, c'est une grande caractéristique. Et pour moi, il y a un appauvrissement d'ordre technique qui est considérable. Particulièrement, j'observe le basket féminin. De ce point de vue-là, tout à l'heure, je vous disais que je ne trouvais pas qu'il y avait une éminence physique, mais il me semble qu'on n'a pas fait beaucoup plus de progrès, c'est-à-dire qu'on peut prendre au radar des joueuses de bon niveau qui sont dans l'incapacité de partir côté droit, de partir aussi côté gauche, de faire des choses aussi basiques que ça, et donc on reste sur son spécial. Moi je suis spécialisé côté droit, je fais côté droit, et on fait tout ce qu'on peut pour jouer sur son point fort. Après tout, c'est une philosophie, mais ça transforme le jeu, incontestablement. Ensuite, ce que j'ai noté aussi, c'est que chez les garçons, particulièrement, me semble-t-il, à juste titre, sans doute, on recherche davantage de polyvalence, ça a été le maître mot à un moment donné. C'est-à-dire qu'on demande maintenant plus d'aptitude, on va faire poster des valeurs de jeu, on fait tirer des pivots à 3 points, ainsi de suite, ainsi de suite. Et pourtant, est-ce qu'on pourra indéfiniment se passer de l'axe d'avant-première des 5 postes? Est-ce qu'on pourra définitivement se passer de l'axe d'or? C'est-à-dire, est-ce que j'ai un 1 dans mon équipe et est-ce que j'ai un 5? Si j'ai un 1 dans mon équipe et si j'ai un 5, je peux jouer. Moi, en tant qu'entraîneur. Si j'ai pas de 1, je ne peux pas jouer. Si j'ai un crétin comme 1, je ne peux pas jouer. Il me faut un 1, il me faut un 5. Voilà. Je constate simplement, les États-Unis mis à part, quoique, chaque fois que les équipes arrivent à combiner à la fois un 1 très fort et un 5 très fort, on arrive à avoir des embryons de résultats. Cette équipe-là arrive à avoir des embryons de résultats. Alors évidemment qu'il faut un 3, évidemment qu'il faut un 2, évidemment qu'il faut un 4. Mais est-ce que j'ai d'abord un et 5? Selon les critères établis. J'ai un 5, boum, robot, écran d'abord, après, ramasser les biens, te foutre les lancers francs, c'est ça le 5 qui joue là, dans le PVC, là, dessous, c'est ça. Un 1, c'est l'animateur. Est-ce que le 1 est capable de percevoir les rythmes? Est-ce qu'à quel moment je dois accélérer? À quel moment je dois être là? De quel côté je dois jouer? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit proposer? Donc être vraiment le relais absolu. Est-ce que ça existe ça encore? Probablement. Est-ce que le 1, c'est quelqu'un qui doit obligatoirement scorer 27 points par match? Est-ce que c'est... Vous avez la vision? C'est un service de marquer le 27 points par match. C'est un service. Il faut aller s'asseoir, il n'y a rien à faire d'autre. Voilà. Donc, ces choses-là, je trouve qu'elles sont plus organisées, me semble-t-il, chez les filles. Et je pense que une des concrétisations de ce qui vient d'être dit, c'est que le mariage d'un 1 de fort tonnage et d'un 5 de très grande qualité, comme c'était le cas avec l'équipe de France cette année, mais ça donne de bons résultats. J'ai eu la chance, je vais finir en parlant à la première personne, j'ai eu la chance, dans toutes les équipes que j'ai dirigées, à l'exception d'une équipe, d'avoir toujours des 1 et des 5 qui étaient dominants. Et en particulier avec l'équipe de France, qui a été vice-championne d'Europe en 1999, qui a été au JO en 2000, et qui a été championne d'Europe en 2001, eh bien, il y avait cette charnière-là, il y avait un très grand numéro 1, qui s'appelle Yannick Jouvet. Il y avait un très grand 5, très grande joueuse. Une des plus fortes joueuses de son époque, qui s'appelle Isabelle Chapos. J'avais cette chance-là d'avoir cette action. Alors c'est vrai qu'à côté, il y avait Cathy. C'est vrai qu'à côté, il y avait Audrey. C'est vrai qu'à côté, il y avait Nicole. Il y avait Laetitia, c'est vrai. Mais il y avait le 1 et le 5. Et puis un même qui était un 1, et le 5 qui était un 5. C'est ce que j'ai entendu. Voilà. Quand on a été champion d'Europe avec les jeunes joueuses de 20 ans et moins, on était très armés au poste intérieur. Avec des joueuses qui malheureusement ne donnent pas tout ce qu'elles promettaient. En particulier, Anna Katachitiga, une des jeunes joueuses qui mesure 1m95, qui a 23 ans maintenant déjà. À l'époque, elle avait 20 ans. Anna, il y avait
Marielle-Amand. Il y avait une joueuse qui a abandonné le basket, qui s'appelle l'Oriental. Voilà. Et il y avait des petits hommes qui se débrouillaient pas trop. Voilà, je laisse la conclusion à Jean-Paul. Je crois que tu as une conclusion peut-être à donner. Je suis tout essoufflé. On devait montrer des jeux, des systèmes des Américaines. Dire par exemple que l'équipe américaine faisait des choses. Alors qu'on n'a pas été capable, parce qu'on n'est pas assez fort, nous, en tant que technicien, de déceler ce que faisaient les Américains comme construction de jeu. Moi, les mecs, je n'ai pas vu ce qu'ils faisaient. Je n'ai pas compris. J'ai vu un match une nuit, je suis resté jusqu'au bout quand même, pour voir, parce que c'était fabuleux. J'ai regardé le match contre l'équipe africaine. Ils ont marqué 150 points. Je me suis dit, mais toi, à l'entraînement, tu mets 5 joueurs qui traversent le terrain, manière propre, qui reviennent de manière propre, c'est même pas possible à 50 contre 0. Ce soir-là, ils l'ont vu. Alors là, déceler les formes de jeu des États-Unis, j'ai eu du mal. Peut-être que vous avez trouvé, vous, mais moi j'ai eu du mal. Par contre, je pense que les Espagnols, surtout en finale, ils sont restés beaucoup plus près du texte. C'est-à-dire qu'ils ont essayé de faire des choses, en perso. Ils ont essayé. Oui, ben c'était simplement pour souligner ça que j'avais retenu une organisation de jeux américaine, un mouvement américain, parce qu'elles en font encore, malgré bien qu'elles soient supérieures, et même avec une supériorité plus grande que chez les masculins. On l'a vu, à mon avis, s'ils continuent à jouer comme ça, les États-Unis, un jour ou l'autre, ils vont se taper. C'est dommage qu'ils ne se soient pas fait taper, d'ailleurs, presque à la limite. Ouais, je ne le rends pas. Mais les Américaines, c'est vraiment très loin, parce qu'en même temps, elles sont capables de spontanéité, de jeu, et en même temps, elles sont capables de jouer aussi d'une manière beaucoup plus construite, et ça m'a rappelé un peu quelques années en arrière. Voilà pourquoi c'était un exemple, mais qui n'a aucune valeur d'exemple, donc on peut s'en passer très bien. En dehors de ça, pour clôturer en quelque sorte, j'ai rencontré hier un entraîneur français qui était à Stade Local, avec qui j'ai discuté un moment, et je lui posais des questions un peu sur le basket, sur ce qu'il pensait du basket d'aujourd'hui. Et donc, en même temps, la différence entre le basket féminin et le masculin. Et à ma grande stupéfaction, parce que je ne connaissais pas qui était particulièrement, il m'a dit il y a quelques temps, j'ai rencontré un entraîneur grec avec qui j'ai discuté et qui fait les deux, qui est entraîneur d'une équipe nationale en Grèce, une équipe de club, en première division, et qui en même temps est entraîneur de l'équipe nationale féminine. Et un jour, je lui posais la question, tiens, c'est la curiosité en général, entre les entraîneurs masculins et féminins, on demande toujours, quelles sont les différences, tout ça. Et le gars lui a répondu, il a dit, écoute, tu connais ce que c'est lui? Je l'ai noté, je ne sais pas ce que j'ai dit, et j'espère que vous vous en souviendrez, parce que je trouvais ça très bien. Les hommes ont besoin de jouer pour se sentir bien, les filles ont besoin de se sentir bien pour jouer. Voilà, ce sera la conclusion.